veut pas faire. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire? Parce que fondamentalement, le capital n'a pas intérêt à faire. Ça, c'est important de le dire pour que ça soit bien compris en fait dans le monde du travail, parce que cette utilité, elle n'est pas encore là. Il y a un certain nombre de salariés qui se demandent, qui se disent mais si c'est si grave, pourquoi les classes dominantes ne font rien et font comme si on pouvait continuer comme avant et continuer à foncer dans le mur. Enfin, c'est quand même, ça interpelle en fait cette situation de se dire on fonce dans le mur, les gens ils ont fait bac plus 10, ils sont dans tous les gouvernements du monde, ils dirigent toutes les grandes entreprises et ils disent qu'on peut continuer comme ça, donc ça interroge. Et donc en fait le problème c'est tout simplement que le capital n'a pas intérêt à prendre en compte le défi environnemental et a intérêt à continuer comme ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les ultra riches n'en ont rien à faire des conséquences du changement climatique. Ils vivent dans des univers climatisés, ils ont les moyens d'aller s'installer, la Terre ne va pas exploser, il y aura toujours des endroits qui resteront des paradis et les ultra-riches auront toujours les moyens de privatiser ces endroits pour y passer de très bons moments. C'est pas eux qui ont les pieds dans l'eau dans le Pas-de-Calais, c'est pas eux dont le toit a été arraché en Bretagne, donc globalement, c'est pas eux qui souffrent de l'impact du changement climatique, c'est nous. Le changement climatique, ils s'en fichent. La deuxième chose, c'est qu'ils s'en fichent et c'est eux qui en sont les premiers responsables. Parce que, on le sait, encore une fois, on a les chiffres, on sait que l'impact environnemental, il est inversement proportionnel il est proportionnel à la richesse pour le coup. Plus on est riche, plus on pollue, et en plus, plus on est riche, plus on a de leviers de décision et donc de leviers pour continuer à polluer et à exploiter dans le même temps les ressources des humains et les ressources de la nature. Et donc, ce sont les premiers responsables et ils refusent de prendre leurs responsabilités. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de prendre leurs responsabilités? Parce que pour répondre au défi environnemental, il faut remettre en cause l'inégale répartition des richesses et des pouvoirs, je vais y revenir, et donc tout ça c'est quand même au fond un problème de cupidité avec des patrons et des dirigeants qui ne veulent pas remettre en cause le tas d'or sur lequel ils sont assis. Et puis enfin, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à prendre en compte la situation? Parce qu'ils spéculent sur la situation. Ça s'appelle le capitalisme vert, ils ont même trouvé un mot. Et donc il y a un certain nombre de gisements de secteurs qui ont été identifiés pour spéculer sur le domaine. Il y en a plein. Par exemple, évidemment, ceux qui travaillent dans le secteur du froid et de la climatisation, évidemment c'est un beau marché, mais on pourrait les lister. Il y a plein de nouveaux marchés ouverts par la transformation environnementale. Donc n'attendons pas du capital qui s'occupe de la question environnementale, il ne s'en occupera pas puisqu'il en est le premier responsable et qu'il en profite. Et puis l'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, cette catastrophe climatique, elle profite à une force. Cette force, c'est l'extrême droite, avec un effet ciseau qui est très inquiétant. L'effet ciseau, c'est que d'un côté, l'extrême droite, elle prospère sur les crises qui sont générées par le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, ça veut dire des migrations énormes, parce que c'est des parties entières de la planète qui commencent à être inhabitables et qui vont l'être, même si on réussit à limiter à 1,5 ou 2 degrés, il y a des parties entières de la planète qui sont de moins en moins habitables. Les dérèglements causés par le changement climatique, c'est la bataille pour les ressources naturelles, à commencer par l'eau, mais on pourrait cumuler toutes les questions. Et derrière, il y a des enjeux géopolitiques majeurs qui vont créer et qui accentuent le risque de guerre. La guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, elles ne sont pas directement liées au changement climatique, encore qu'on peut aussi faire le lien avec la situation géopolitique des ressources. Mais la crise climatique, elle va accentuer ce retour de la guerre. Les seuls budgets qui augmentent aujourd'hui, c'est les budgets d'armement, au lieu d'augmenter les budgets liés à la transformation environnementale. Et la crise climatique, si on n'y répond pas, ça va augmenter les conflits armés. Et donc l'extrême droite, elle prospère et sur les déplacements forcés de population et sur les conflits, forcément, ça génère des replis. Donc ça, c'est le haut du ciseau. Puis le bas du ciseau, c'est que quand on fait des actions pour lutter contre ce réchauffement climatique, et que, comme le font nos classes dirigeantes, on refuse de remettre en cause les privilèges du capital et de remettre en cause le partage des richesses, ces actions, c'est quoi? Par exemple, c'est les zones de faible émission, où on va interdire l'entrée des centres-villes aux véhicules les plus polluants, sauf que, dans le même temps, on n'a pas répondu au défi de produire
des véhicules électriques en France à bas coût. Donc on a supprimé des milliers d'emplois et en plus on réserve les véhicules non polluants à celles et ceux qui peuvent se le payer, c'est-à-dire pas à tout le monde. On n'a pas développé les infrastructures et on n'a pas développé le ferroviaire. Et donc les ZFE, c'est la future bombe environnementale, avec à chaque fois, il y en a plein des bombes comme ça. On pourrait aussi parler de la question des passoires thermiques, où il y a une norme qui est juste de dire il faut mettre fin à la location des passoires thermiques, sauf que comme il n'y a pas de politique volontariste, les passoires thermiques ne sont pas rénovées, et donc on a l'alternative entre soit on ne fait rien sur les passoires thermiques, soit si on les retire du marché, bah, ça fait 200 000 logements en moins alors qu'on a une énorme crise du logement. C'est pas possible de rester enfermé dans ce type d'alternative mortifère, et les seuls qui en profitent, c'est les forces d'extrême droite qui ont déjà tout un écosystème favorable. Donc si on ne répond pas à la bombe climatique, c'est un nouvel élément qui va permettre à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Mais ce qui est important quand on est militant à la CGT, c'est que on sait que le pire n'est jamais certain et que c'est l'action syndicale qui peut empêcher ces catastrophes-là. Et donc c'est la raison pour laquelle la CGT elle a décidé en juin dernier, et puis elle l'a acté en novembre à son CCN, son comité confédéral national, de lancer ce qu'on appelle un plan d'action syndicale pour l'environnement. Le plan d'action syndicale pour l'environnement de la CGT, on pourrait le résumer avec un slogan, qui est un des nombreux slogans de la CGT, la crise c'est eux, la solution c'est nous. Le capital est responsable de la crise, n'attendons pas qu'il le règle, soyons nous-mêmes la solution. Et donc notre plan d'action syndicale pour l'environnement, c'est de dire chacune, chacun, à nos échelles, donc à l'échelle de nos territoires, de nos entreprises, de nos filières industrielles, évaluons l'impact du changement climatique pour mesurer ce qu'il faut prendre comme mesure d'adaptation, parce qu'il y a malheureusement une partie de l'impact environnemental qui est déjà là et qu'il faut prendre en compte. Et il y a des mesures à prendre, par exemple mettre en place des températures maximum dans le code du travail, par exemple aménager, traiter la question des zones inondables, etc. Aménager, enfin bref, voilà. Et puis, il faut, chacune et chacun dans nos périmètres, prendre toutes les mesures pour limiter l'impact environnemental et faire en sorte de rester sous la trajectoire des 2 degrés ou des 1,5 degrés. Et on sait que ça ne fonctionnera que par une transformation en profondeur de l'outil productif. Je pense que ces dernières années, il y a eu quand même une évolution de la lucidité sur le fait qu'on ne répondrait pas au défi environnemental juste en changeant les modes de consommation, tout simplement parce que, oui, on aimerait bien tous et toutes ne plus acheter de produits suremballés, mais en fait, on n'a pas le choix. Dans les magasins, tout est suremballé, donc on ne peut pas faire autrement. Pareil, on aimerait bien toutes et tous pouvoir s'habiller en local, sauf que malheureusement du textile en local il n'y en a plus, et donc il n'y a que du textile qui a une forte empreinte carbone, etc., etc. Donc le consommateur ne peut pas tout, ce qu'il faut c'est transformer l'outil productif. Transformer l'outil productif, comment on fait? Il faut réussir à dépasser les contradictions entre le social et l'environnemental, et donc c'est la raison pour laquelle la CGT, avec son plan d'action syndicale pour l'environnement, elle veut non seulement analyser l'impact du changement climatique, ce qu'il faudrait faire, mais aussi travailler des projets. L'idée de travailler des projets, c'est dire, quand on est syndicaliste, on ne joue pas seulement en défense, on doit occuper l'ensemble du terrain. Et donc on va aussi jouer en attaque, et puis on va aussi être buteur. On ne va pas seulement se limiter à être en défense, à jouer goal. Et donc être buteur, ça veut dire utiliser toute la palette d'actions syndicales et faire par exemple ce dont Denis a parlé tout à l'heure en parlant de la gazelle. Les camarades de la métallurgie, on est avec eux en train de travailler sur un super projet, et j'espère qu'on va avoir bientôt un véhicule électrique CGT produit en France à bas coût et qui va nous permettre de servir d'exemple de ce qu'on peut faire. Et donc là, en fait, aujourd'hui, ce sont des syndicalistes qui sont en train de faire la tournée des popotes pour trouver un financement pour ce projet qui sinon, en fait, n'est pas financé. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que le capital ne finance pas ce type de projet, puisqu'on ne peut pas annoncer une rentabilité à 6 mois à 2 chiffres, évidemment. Ça sera rentable, mais plutôt dans 2 ou 3 ans. Et donc, on a besoin de leviers de financement de long terme pour l'économie. Les projets que la CGT elle monte, donc c'est Gazelle, c'est Valdune, dont vous avez entendu parler, c'est la CGT qui se bat pour maintenir
Valdunes, notre unique producteur national de roues et d'essieux de train, un champion européen qui là est menacé de fermeture au moment où l'État français nous dit qu'il compte investir 100 milliards dans le ferroviaire. Bon, les 100 milliards pour l'instant c'est plus un effet d'annonce qu'une réalité, mais en attendant c'est pas possible de dire ça, et de l'autre côté de laisser nos champions industriels fermés, et donc c'est la CGT qui porte un projet sur Valdunes et qui se bagarre pour que Valdunes soit reprise et soit développée. Les projets de la CGT, c'est Gardanne, dont vous avez toutes et tous entendu parler. L'histoire de Gardanne, elle est emblématique. C'est un président de la République qui se réveille en 2012 puis qui dit « Tiens, hop, je vais fermer les centrales à charbon ». Il les ferme, sauf qu'il n'y a pas eu de planification. Donc 3 ans après, on se rend compte qu'en fait, du coup, on a un manque d'électricité en France et on se retrouve à devoir réouvrir des centrales à charbon sans l'avoir anticipé. On se retrouve 3 ans après à devoir importer de l'électricité d'Allemagne, le pays qui a le mix le plus carboné d'Europe. Et puis on se retrouve avec des salariés de nos centrales à charbon, Gardanne et Cordemais, qui sont sur le carreau sans aucune solution sociale. Et donc à Gardanne, le syndicat CGT, il a en 5 ans de lutte construit un projet alternatif pour transformer la centrale à charbon en centrale de méthanation. Donc c'est un procédé industriel qui n'existe pas encore en France, qui consiste à créer du gaz à partir de meubles usagés récupérés dans un rayon de 100 km autour de la centrale. Donc on est en circuit court, économie circulaire. Pour produire du gaz, il y a quand même quelques émissions de gaz à effet de serre, mais c'est bien moindre qu'une centrale à charbon. Des projets alternatifs, c'est aussi l'exemple de Chapelle Darblay. Chapelle Darblay, c'était la plus grande papeterie d'Europe qui recycle du papier, qui a fermé pour décision financière, et que la CGT se bat pour réouvrir, puisque aujourd'hui c'est un comble. On est obligé d'exporter notre papier usagé pour le faire recycler à l'étranger, notamment en Allemagne, et ensuite de le réimporter, donc j'ai un impact environnemental. Et puis, les projets CGT, j'en ai présenté un hier avec les camarades de la Fédération des cheminots. C'est le projet en matière de fret ferroviaire, puisque nos grands dirigeants nous annoncent et ont signé là un accord à la COP, mais dans le même temps, la France est en train de démanteler son opérateur de fret ferroviaire public, alors que la France a déjà le bonnet d'âne européen en matière de recul du fret ferroviaire. Et donc, en prétextant des directives de Bruxelles, le gouvernement a organisé en catimini le sacrifice du fret ferroviaire. Et bien la CGT, elle démontre que même dans le cadre européen que nous combattons, parce que ces directives n'ont aucun sens d'imposer la concurrence dans un contexte environnemental où on a besoin d'avoir des acteurs publics en matière d'infrastructure, même dans ce contexte-là, on est capable de répondre. Et nous avons fait hier des propositions très précises de reprise de la dette de façon à ce que Fret SNCF puisse continuer à vivre et se développer avec des investissements massifs. Donc des projets, on en a déjà. L'objectif, c'est comme le disait Fabienne, de passer au mode industriel en matière de projet et de généraliser. Et pour ça, merci l'UGICT de continuer à jouer son rôle de locomotive avec le radar travail environnement. C'est super d'assister à cette journée parce que je me souviens très bien de quand on a lancé ce projet-là, à savoir il y a 4 ans, en 2019, donc on vient de loin, c'était un projet de longue haleine, donc de voir qu'il est maintenant à un stade avancé, qu'il a pu être porté, expérimenté par de très nombreux syndicats, c'est génial parce que ça veut dire qu'on est en capacité de faire aboutir même nos projets les plus fous, parce qu'alors au départ, moi j'étais loin d'être sûre qu'on arriverait à mener à terme cette idée folle, donc bravo à toutes et tous d'être montés dans le train et puis d'avoir permis à ce que le projet aboutisse. Et pour la question, donc on ne s'était pas mis d'accord, mais donc merci pour la transition sur quelle articulation entre le radar de l'UGICT et la Confédération. Et évidemment que ce radar, c'est un outil génial pour la Confédération, et que la Confédération, elle entend bien s'en emparer dans le cadre de son plan d'action syndicale pour l'environnement, pour que ça puisse servir à l'ensemble de ces organisations. Ce radar, ce qui est important, c'est que il a été construit, c'est un outil pour permettre aux salariés et notamment aux cadres de se réapproprier leur travail et la finalité de leur travail. C'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, le syndicalisme ne peut plus être crédible s'il ne propose pas de perspective en matière environnementale. On ne peut pas, quand on est à la CGT, donc on ne joue pas seulement en défense, mais on a des propositions alternatives, des projets de société et un projet de société. Notre projet de société en matière sociale, il ne peut pas être valable si on n'est pas capable d'expliquer comment est-ce qu'on organise l'avenir de la vie de la planète,
Pareil en matière économique, quand on travaille sur les perspectives économiques d'une entreprise, il faut systématiquement intégrer la question environnementale, donc c'est bien le but du radar. Et puis l'objectif du radar, c'est de répondre aux aspirations des jeunes. Il y a une lucidité qui est géniale chez les jeunes et c'est un levier majeur pour faire bouger les choses. Mais le problème, c'est que face au verrou du capitalisme, en fait, cette lucidité, nous, on pense qu'il faut gagner la bifurcation, mais la bifurcation, elle risque de se transformer en grande démission. Quand les plus hauts diplômés en sont réduits à dire « je ne vais pas travailler dans une grande entreprise comme ingénieur, CalSup, etc., mais je vais me reconvertir en maraîcher bio », bon, bah, c'est bien pour les maraîchers bio parce qu'il y en a besoin, mais il y a quand même une petite question sur ces qualifications et l'utilisation de ces qualifications. On n'a jamais eu autant besoin de qualifications qu'aujourd'hui face aux défis inédits auxquels l'humanité est confrontée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en a jamais eu autant. On n'a jamais eu autant de chercheurs et de chercheuses, on n'a jamais eu autant d'ingénieurs. Le problème, c'est que ces qualifications, aujourd'hui, elles sont au service du capital et que les jeunes, ils sont lucides, ils n'ont plus envie de travailler pour détruire la planète. Et donc, nous, avec l'environnement, le but, c'est de leur permettre de reprendre en main leur travail, de dire la solution, c'est nous, la solution, c'est ma qualification, si j'en reprends le contrôle et si je la mets au service des enjeux sociaux et environnementaux. En matière de recherche, on a un défi majeur. Il y a besoin de plus et de mieux de recherche. Le problème, c'est que les seuls projets de recherche qui sont développés, c'est les projets qui permettent au capital de dégager de la rentabilité à 2 chiffres. J'ai pris l'exemple du véhicule électrique, mais je pourrais les multiplier. Je vois les camarades de Nokia. Par exemple, le débat qu'on avait eu à l'époque sur la 5G, c'est la 5G, pourquoi faire et comment. On peut faire une 5G qui soit économe en énergie et qui ait une vraie utilité sociale, mais ce n'est pas ce qui a été choisi, parce que l'objectif, c'était de dégager de la valeur pour le capital. Aujourd'hui, on a une capacité en matière d'innovation qui est énorme, mais les seules innovations qui sont développées et qui sont financées, c'est les innovations retrouvées de la valeur pour les actionnaires. Alors, pour conclure, je crois vraiment que grâce à notre plan d'action syndicale pour l'environnement,